bonjour à tous. Donc ma présentation va effectivement comporter deux parties. D'abord, je parlerai des risques pour la santé des travailleurs avec un zoom sur le risque toxicologique. Et ensuite, je détaillerai le rôle des services de prévention et de santé au travail, donc dans la prévention de ces risques. Lors de la fabrication additive, les opérateurs vont être exposés à plusieurs types de risques. Le risque physique, le risque de chute, d'accident, le risque de brûlure ou encore le risque toxicologique. Et donc, c'est ce dernier risque que je vais approfondir. Effectivement, des substances toxiques vont pouvoir être présentes à plusieurs niveaux. On l'a vu ce matin, non seulement au niveau des matières premières utilisées, également au niveau des produits annexes utilisés, donc par exemple les fluides de coupe, les solvants, les agents de sablage, et aussi les produits émis. Alors ce tableau reprend dans la colonne de gauche quelques exemples de substances utilisées ou émises lors de la fabrication additive, comme l'isopropanol, le méthacrylate de méthyle, le styrène, certains métaux et leur oxyde. Et dans la colonne de droite sont recensés les principaux effets toxiques de ces substances. Alors l'idée ici, ce n'est pas de lister l'ensemble des substances qui peuvent se rencontrer et leur toxicité, mais c'est plutôt d'illustrer le fait qu'il peut s'agir de substances toxiques, comme on le voit ici par exemple, de substances irritantes, sensibilisantes, voire cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. Ensuite, si vous voulez plus d'informations sur la toxicité de chaque substance, plusieurs outils sont disponibles sur le site de l'INRS, les fiches toxicologiques, les fiches Déméter qui, elles, vont cibler le danger pour la reproduction, ou encore l'outil MIXI qui permet, dans le cas d'une polyexposition, d'aider à repérer les effets additifs d'un mélange de substances. Parce qu'effectivement, les émissions de fabrication additive, on l'a vu encore ce matin, sont composées d'un mélange hétérogène de substances qui se présentent à la fois sous la forme gazeuse et aussi de particules, jusqu'aux particules ultra fines ou nanomatériaux. Les travailleurs vont être exposés de façon assez classique, principalement par inhalation, vient ensuite le contact cutané, puis l'ingestion qui va pouvoir survenir soit par déglutition de particules d'abord inhalées, ou soit par manuportage, donc en portant à la bouche des mains qui auraient été contaminées. Et enfin, de façon plus marginale, le contact oculaire. Ensuite, une fois absorbées, ces substances vont pouvoir être distribuées, transformées, excrétées. Et tout ce devenir des substances va être fonction de plusieurs paramètres physico-chimiques qui relèvent par exemple de la composition chimique de la substance, de sa taille, de sa solubilité dans l'eau, dans les lipides. Je voudrais prendre l'exemple ici des particules. Ce schéma illustre le dépôt théorique des particules en fonction de leur taille au niveau de l'arbre respiratoire. Chaque couleur correspond à une zone de l'arbre respiratoire. Le vert, ça indique les voies respiratoires supérieures, dites extrathoraciques. Le jaune orangé correspond à la trachée et aux bronches. Et le rouge correspond aux poumons profonds, les alvéoles. Si on regarde les particules ultra fines, dont la taille serait comprise entre 10 et 100 nanomètres, on voit qu'elles vont se déposer majoritairement au niveau du poumon profond, au niveau des alvéoles. C'est là où la courbe rouge est la plus élevée. Contrairement aux particules de l'ordre du micron et au-delà, qui vont, elles, se déposer plus au niveau extrathoracique, c'est là où la courbe verte est la plus élevée. Ces particules ultrafines vont donc pouvoir pénétrer profondément dans l'arbre respiratoire et se déposer. Or, les capacités d'épuration du poumon sont moins efficaces lorsque le dépôt a lieu profondément, ce qui va favoriser l'accumulation, a fortiori si la quantité déposée est importante. Et on parle de biopersistance des particules. Plus cette biopersistance va être importante, plus on va dire la probabilité d'effet long terme risque d'être également importante. Ensuite, au-delà du poumon, certaines particules ultrafines vont également pouvoir diffuser au niveau systémique, vers le sang, le système lymphatique, pour aller vers d'autres organes. Et cette diffusion, cette accumulation à d'autres endroits que les poumons, va pouvoir jouer un rôle dans le développement de pathologies au-delà de respiratoires, par exemple au niveau cardiovasculaire. Alors si on revient à la fabrication additive, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous présenter un aperçu de la littérature sur le risque toxicologique lié aux émissions de fabrication additive. Alors vous allez le voir, les données sont parcellaires, peu d'études ont été publiées sur le sujet. Elles portent surtout sur la fabrication additive plastique, un peu moins sur la fabrication additive métallique. Donc commençons par la fabrication additive plastique. Les modes de production qui ont fait l'objet d'études sont surtout l'ABS, le PLA et dans une moindre mesure le PC et le nylon. Si on regarde déjà ce qui se passe chez l'homme, ce sont surtout des symptômes respiratoires, cutanés, également des cas d'asthme, de pneumopathie d'hypersensibilité, des dermites de contact qui ont été recensés.
Au niveau expérimental, les études viennent compléter un peu ces informations. Il a été montré une cytotoxicité, l'induction d'un stress oxydant également, de marqueurs d'inflammation. Et in vivo chez le rongeur, il a été montré localement une modification du liquide de lavage broncho-alvéolaire et également à distance, on va dire, des effets aussi, par exemple, une augmentation de la pression artérielle moyenne qui a été attribuée au moins en partie à une vasoconstriction des petites artérioles. Alors passons à la fabrication additive métallique. Ici encore, les études ont ciblé certains modes de production que j'ai mis, que vous retrouverez sur la diapo. Si on regarde déjà les études en milieu professionnel, en fait c'est une équipe nordique qui s'est intéressée à une petite cohorte d'une dizaine d'opérateurs de fabrication additive qui utilisaient un alliage essentiellement à base de nickel. Et ils ont suivi cette cohorte à 2 ans d'intervalle avec la mise en place de mesures de prévention entre ces 2 années. Et ils ont montré des choses, en tout cas ils ont mis en évidence des choses la première année qu'ils n'ont pas retrouvées la deuxième année. Par exemple, la présence de certains métaux sur les mains d'opérateurs. Chez ces opérateurs, ils ont également montré une élévation de certains biomarqueurs. Et enfin, après la mise en place de mesures de prévention, ils ont montré une diminution du nickel sanguin et une augmentation du VEMS, qui est un marqueur de la fonction pulmonaire, mais toute proportion gardée sur ce dernier facteur, puisque les chiffres restaient dans des valeurs de la normale. Donc à ce stade, toutes ces explorations, ça reste évidemment au niveau de la recherche. Néanmoins, je l'ai trouvé intéressant, parce que déjà, ça illustre l'état de l'art aujourd'hui, et puis ça montre l'efficacité aussi que peut avoir la mise en place d'une prévention adaptée. Au niveau expérimental, pas tellement d'éléments supplémentaires qui émergent des études qui d'ailleurs sont parfois contradictoires avec, par exemple, sur la génotoxicité, on voit des tests parfois positifs ou parfois négatifs. Donc, pour résumer les risques pour la santé des salariés, plusieurs types de risques associés à la fabrication additive, notamment le risque toxicologique qui va dépendre des matières premières utilisées, des produits annexes, des produits émis. Les émissions de fabrication additive sont composées donc d'un mélange hétérogène et complexe auquel les salariés vont être exposés principalement par inhalation. Les données dont on dispose sur ce risque toxicologique sont à ce jour encore limitées, peu d'études. Elles ciblent un nombre limité en plus de procédés. Il s'agit d'études principalement expérimentales. Alors il y a quelques études chez l'homme, mais elles restent descriptives et sur de faibles effectifs, et très peu s'intéressent aux effets long terme. Bref, tout ça rend difficile évidemment l'extrapolation des résultats de ces études aux conséquences d'une exposition professionnelle. Néanmoins, les données dont on dispose nous permettent quand même d'avoir des points de vigilance, notamment concernant les poumons, la peau, le système cardiovasculaire, l'inflammation et la probabilité d'effet long terme qui est augmentée du fait de la présence, on a vu, possible de particules ultra fines. Alors maintenant qu'on a vu les risques pour la santé des travailleurs, quel rôle vont pouvoir jouer les services de prévention et de santé au travail ? Première chose, leur rôle, ça va être d'informer et conseiller les employeurs et les salariés sur les risques pour la santé des travailleurs, les mesures de prévention et les règles d'hygiène à respecter, également les campagnes de métrologie qui pourront être réalisées dans le cadre d'une évaluation des risques, et bien sûr sur le suivi de l'état de santé des travailleurs. Cette information et ce conseil devront évidemment être adaptés en fonction du procédé mis en œuvre. Un deuxième rôle très important des services de prévention et de santé au travail, c'est la traçabilité, qui a d'ailleurs été encore renforcée par la loi du 2 août 2021. L'idée, ça va être de tracer non seulement les expositions, mais également le suivi, jusqu'au suivi post-exposition ou post-professionnel, s'il y a lieu. D'ailleurs, sur ce point, la Société française de médecine du travail a récemment publié des recommandations sur la mise en place de la visite post-exposition, dont l'objectif principal est vraiment ici d'assurer la traçabilité individuelle des expositions. Enfin, le rôle évidemment des services de prévention et de santé au travail, c'est d'assurer le suivi de l'état de santé des travailleurs. Donc, quel suivi mettre en place ? Première chose à avoir en tête, il n'y a pas de disposition juridique particulière spécifique à la fabrication additive. C'est donc le médecin du travail qui déterminera les modalités de ce suivi en fonction classiquement de l'état de santé des travailleurs et du procédé mis en œuvre et de l'ensemble des données dont il va disposer sur les risques au poste. Le type de suivi, ça dépendra des risques déclarés et évalués par l'employeur. Un suivi individuel renforcé sera mis en place en cas d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. On a vu que ça pouvait être le cas lors de la fabrication additive métallique notamment.
Concernant la périodicité des visites, la prescription, réalisation d'examens complémentaires, ici encore c'est à l'appréciation du médecin du travail qui évaluera la pertinence au cas par cas. Les recommandations de bonne pratique qui existent ne sont pas spécifiques de la fabrication additive, mais il en existe, par exemple pour certains agents cancérogènes bronchopulmonaires. Le suivi devra permettre de porter une attention particulière à la recherche d'antécédents, de signes de sensibilisation, donc d'allergie, également de pathologies respiratoires, cutanées, cardiovasculaires. D'autre part, on a vu que l'exposition à des agents mutagènes ou toxiques pour la reproduction est possible dans certains procédés. Je pense par exemple au styrène ou à certains composés métalliques. Donc attention aux femmes enceintes et allaitantes et aux salariés souhaitant avoir des enfants. Une approche multirisque devra bien sûr être mise en place pour ces populations en prenant non seulement en compte le risque toxicologique mais également les autres risques au poste. Il est capital d'anticiper ces situations pour faciliter leur prise en charge au moment où elles se présentent. Ça passe par les intégrer à l'évaluation des risques dans le document unique. Ça passe aussi par rappeler aux femmes en âge de procréer l'intérêt d'informer déjà leur médecin du travail le plus tôt possible de leur projet de grossesse, mais également, une fois enceinte, de déclarer précocement leur grossesse à leur employeur, puisque les mesures réglementaires qui visent à protéger la femme enceinte ne peuvent être mises en place qu'une fois la grossesse déclarée. Enfin, il faudra évaluer l'intérêt et la pertinence de mettre en place un suivi post-exposition ou post-professionnel en fonction des risques auxquels les salariés vont être exposés. Donc, quel message retenir de tout ça ? La fabrication additive est associée à plusieurs types de risques qui ne seront pas les mêmes pour tous les procédés. C'est le cas notamment du risque toxicologique pour lequel va se poser aussi la problématique de la polyexposition. Sur ce risque toxicologique, il n'est pas encore à ce jour, parfaitement connu. Les études sont peu nombreuses, limitées, on a vu même parfois contradictoires. Pour autant, les données dont on dispose poussent à la vigilance. Déjà en termes de toxicocinétique, on a vu que la présence de particules ultra fines augmentait la probabilité d'effets long terme. Ensuite, les données expérimentales épidémiologiques viennent cibler certains organes cibles, notamment les poumons, la peau, le système cardiovasculaire, sur lesquels il faudra avoir une vigilance particulière. Dans ce contexte, les services de prévention et de santé au travail ont un rôle central évidemment à jouer dans la prévention de ces risques, en informant, conseillant les salariés et les employeurs, en assurant le suivi de l'état de santé des travailleurs, suivi qui devra être adapté en fonction des données toxicologiques sur le procédé mis en œuvre, attention aux populations à risque, notamment aux femmes enceintes, donc allaitantes souhaitant avoir des enfants, en anticipant bien sûr ces situations. Et ce suivi devra être étendu jusqu'après l'arrêt de l'exposition, avec le suivi post-exposition, post-professionnel s'il y a lieu. Enfin, dans ce contexte où finalement beaucoup de recherches restent encore à mener, la traçabilité des informations est particulièrement importante. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère avoir répondu à au moins quelques questions.